Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des paluches et des bouquins. Alors aujourd'hui, nous recevons pour la troisième fois Youssef Indy. Bonjour à toi Youssef. Bonjour, pendant que je décale la caméra. Bonjour, merci pour cette invitation, pour cette troisième Alors invitation. voilà, tu as une actualité assez chargée, on peut dire, que ce soit en termes de livres, de dossiers aussi sur Stratégica et même sur ton site. On t'avait reçu pour L'autre Zemmour, sorti aux éditions Contre-Culture, préfacé par Alain Soral, qui a fait quand même grand bruit, hein. Beaucoup de gens Ouais, l'attendaient, l'ont lu. Il y avait eu ouais. aussi un débat avec Francis Bergeron, le directeur du quotidien Présent, qui avait donc envoyé un petit missile à ton encontre et auquel tu as répondu par le biais du débat que nous avions fait, que Mhm. bon nombre de nos auditeurs ont pu voir. Mais aujourd'hui, tu viens pour l'islam politique, sorti aux éditions KA ou K, je ne sais pas comment on le prononce, KA Édition. KA KA édition, Édition, ouais. d'accord, et qui En était collaboration avec Stratégica. voilà, en collaboration avec Stratégica et qui est préfacé par Hichem Kassem et Oui. qui va être aussi relayé dans les régions du Maghreb, mais pas que, puisqu'on le trouve En France, il est en France, il est à la librairie Vincent, à la librairie de Lorient, la librairie Albourak. Il est sur Amazon et il est sur différents sites, mais à la librairie.com. D'accord, très bien. Je fais une petite aparté concernant mon Tipeee. Vous avez été nombreux à m'aider par le biais du Tipeee. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, comme on dit. Je ne suis pas subventionné par l'État ni quoi que ce soit, vous en douterez bien. N'hésitez pas à m'aider en faisant un petit don, 1 euro, 2 euros, n'importe quoi. Ça aide, c'est toujours gratifiant, ça donne envie de continuer. Fin de propos. Donc aujourd'hui, Youssef, on va s'attaquer donc à l'islam politique. Alors, qu'est-ce que l'on appelle aujourd'hui l'islam politique et est-ce que son étymologie a une quelconque concordance avec la religion en elle-même? En gros, quelle est sa définition? Alors aujourd'hui, on parle d'islam politique dans les médias, les journaux, etc. Mais c'est un fourre-tout. On ne sait absolument pas de quoi on parle. Et très souvent, quand les journalistes parlent d'islam politique, ils parlent de la dimension politique de l'islam qui aurait envahi différents pans de la société, des quartiers à l'université. En réalité, ce que j'appelle islam politique, ce qui est l'islam politique historiquement, ce n'est pas la dimension politique de l'islam. Parce que l'islam politique apparaît historiquement après l'abolition du califat. L'abolition du califat. Le califat était justement l'institution politique plutôt temporelle de l'islam. Pour que s'il y en a qui sont de culture catholique, pour qu'ils comprennent à peu près, le califat, c'est un peu l'équivalent de la fusion entre l'Église catholique et la monarchie de droit divin. Vous voyez, Mhm. étymologiquement, le calife, le califat, c'est le lieutenant du Christ sous l'Ancien Régime était le roi. D'ailleurs, dans l'histoire de l'Église également, le pape est le lieutenant du Christ, c'est-à-dire c'est celui qui tient lieu d'eux, qui représente et qui est le garant de l'application de la loi religieuse. Donc, le califat, c'était ça. À partir du moment où on a aboli le califat, on a vu émerger l'islam politique, notamment l'abolition du califat, c'est 1924, et 4 ans plus tard, 1928, création des frères musulmans, qui est historiquement l'incarnation de l'islam politique. Donc l'islam politique, pour résumer, ce n'est pas la manifestation temporelle de l'islam, c'est l'instrumentalisation du religieux, donc de l'islam, euh, par des organisations et des États. Donc c'est l'instrumentalisation de la religion, de l'islam, par, par des organisations. D'accord. Voilà, Tu mets en pour exergue résumer. donc deux mouvements à l'intérieur de cet ouvrage. Donc, on a les Wahhabites d'un côté issus de l'axe américano-sioniste, et puis de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les frères musulmans ou Ikhwan al-Muslimin, hein, qui sont appelés comme ça dans le monde arabe, qui est plus un axe américano-anglo-qatari. Je
te demanderais quels sont leurs rôles respectifs et existe-t-il une connivence entre eux ou ils sont en totale opposition? Alors, il faut revenir à l'histoire parce qu'originellement, on ne peut pas dire que le wahhabisme, ça soit saoudo-wahhabo-américano-sioniste. De même que les frères musulmans, historiquement, les frères musulmans n'étaient pas liés au Qatar. Bon, le wahhabisme naît je fais court, hein, je vais pas déflorer le livre, c'est très documenté. Le wahhabisme est une doctrine religieuse qui naît au milieu du XVIIIe siècle. À cette époque, l'Arabie saoudite n'existait pas. Elle était dominée, du moins en théorie, par l'Empire ottoman. Donc, le père du wahhabisme, Mohammed ibn Abdul Wahhab, s'allie à la tribu des Saouds et vont partir à la conquête de la péninsule arabique. C'est-à-dire les Saouds vont utiliser la doctrine wahhabite que je décris comme instrument de conquête et Mohammed ibn Abdul Wahhab va utiliser la force de la tribu des Saouds pour étendre son influence. Donc il y a un lien organique entre les deux. Il y a eu 3 royaumes saoudo-wahhabites. Le premier et le deuxième ont été défaits, notamment par les Ottomans, mais plus précisément les troupes égyptiennes au service de la Sublime Porte. Puis, c'est là que les Britanniques entrent en scène au XXe siècle. Après la Première Guerre mondiale, ce sont les Britanniques qui créent le royaume d'Arabie saoudite, puisque Abdelaziz ibn Saoud était parrainé directement par l'agent du service secret britannique Philby, homme très puissant, qu'on appelait à l'époque le véritable monarque d'Arabie. Et donc, c'est eux, sont les Britanniques, qui vont créer le royaume d'Arabie saoudite. D'ailleurs, Abdelaziz ibn Saoud recevait un salaire des Britanniques. Là, je vous ai résumé la période qui va du milieu du XVIIIe siècle à 1932. Les frères musulmans, c'est une autre histoire, parce que, avant d'en arriver aux frères musulmans, dans mon livre, je parle de ce qui va précéder et qui va être le préambule historique des frères musulmans, de la création des frères musulmans, qui est le réformisme islamique, donc avec des noms plus ou moins connus, comme Malkoun Khan pour commencer en Iran, il est assez peu connu, suivi de Jamal ad-Din al-Afrani, qui était proche d'ailleurs de Malkoun Khan, puis les disciples d'Afrani, dont Mohamed Abdou, puis le disciple de Mohamed Abdou, Rachid Reda, et ainsi de suite. Et Mohamed Abdou était très certainement le maître du père de Hassan al-Banna, et Rachid Reda était le maître de Hassan al-Banna lui-même. Le réformisme islamique, le fondateur des frères musulmans. Voilà, qui est aussi le grand-père de Tariq Ramadan. Oui, et le beau-père de Saïd Ramadan. Ouais. Alors, le réformisme islamique, je l'explique dans le livre, avec de nombreuses sources, est né dans les loges maçonniques d'Orient. Donc, les principales figures du réformisme islamique étaient francs-maçons. Jamal ad-Din al-Afrani, Mohamed Abdou et la quasi-totalité en fait, des élèves de Jamal ad-Din al-Afrani. Les réformistes certains réformistes, hein, on ne va pas tous les mettre dans le même sac, mais je parle de Ali Abdelrazek, par exemple, qui était un membre de l'université d'Al-Azhar en Égypte et qui est directement issu du réformisme, puisque son père était proche de Mohamed Abdou et lui-même ainsi que ses camarades qui ont voulu réformer de l'intérieur Al-Azhar étaient les disciples de Mohamed Abdou. Donc après l'abolition du califat opéré par les jeunes turcs puis les kémalistes, en fait, c'est la même chose, hein, qui sont eux aussi des francs-maçons. Donc ils abolissent le califat en 1924, puis en 1925, Ali Abdelrazek va produire un ouvrage qui va, disons, entériner, essayer d'apporter une justification théologique à l'abolition du califat. Donc son ouvrage, c'est L'Islam ou Al-Usul al-Hukm, c'est-à-dire l'islam et les fondements du pouvoir, où il va reprendre les éléments du manifeste d'Ankara, qui étaient des théologiens laïcs turcs qui ont produit ce manifeste pour valider, apporter
une sorte de validation à l'abolition du califat. Donc, dans son ouvrage, Ali Abdelrazak va aller dans ce sens-là de l'abolition du califat en disant que le califat n'est pas une institution islamique et que c'est une création temporelle. C'est un peu comme si on disait pour les catholiques il faut abolir et détruire l'Église puisque le Christ n'a pas lui-même fondé cette Église où d'un point de vue catholique, la monarchie de droit divin n'a pas de légitimité puisque le Christ n'a jamais parlé de la monarchie de droit divin. C'est un peu le même type d'argument. Et donc, dans la foulée, donc 4 ans plus tard, après l'abolition du califat, comme je l'ai dit, Hassan al-Banna va créer l'association des frères musulmans, puisque le califat va laisser un vide, va détruire l'institution islamique traditionnelle. La nature ayant horreur du vide, il va être comblé notamment par les frères musulmans qui vont appeler au retour de l'instauration de l'État islamique. Donc voilà comment va naître cet islam politique. Et pour ce qui est des liens entre les frères musulmans et le wahhabisme, il existe, mais il faut aller en amont, un peu en amont. Par exemple, je parlais de Rachid Reda, le maître de Hassan al-Banna. Dans les années 20, il va être payé pas par les Saouds, par la famille Saoud, pour propager le wahhabisme dans les pays arabophones, à commencer par l'Égypte. C'est-à-dire qu'il va défendre Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui a toujours été, je l'explique dans le livre, qui a dès l'origine, dès qu'il a commencé ses prêches, ses activités, Mohammed ibn Abdul Wahhab a été attaqué et, disons, sorti de l'islam par les grands savants de l'époque, c'est-à-dire les savants, les mouftis, les savants des 4 écoles. Il a été traité d'hérétique, d'athée, de faux prophète. Il y avait un consensus parmi les savants dès le XVIIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque du vivant de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ça s'est poursuivi au XIXe siècle, notamment au Maghreb, quand ils ont véritablement eu connaissance du wahhabisme, ce qu'était le wahhabisme. Donc, il a été condamné par les savants du Hejaz, donc d'abord du Najd, l'origine centrale de Mohammed et de Ibn Saoud, au cœur de la région centrale d'Arabie, le Hejaz, région ce qu'on appelle Al-Haramain, c'est-à-dire la Mecque et Médine, le lieu sacré, le Yémen, l'Irak. Tout ça simultanément au XVIIIe siècle, puis au XIXe siècle au Maghreb. Donc, les savants d'Al-Azhar ont eux aussi condamné le wahhabisme, d'ailleurs jusqu'à nos jours. Et donc, à l'époque, Rachid Reda va utiliser son journal, je crois qu'il s'appelle Al-Manar, le phare, pour défendre et propager le wahhabisme. Il va polémiquer violemment avec des savants d'Al-Azhar pour légitimer Mohammed ibn Abdul Wahhab et le wahhabisme. Donc il est payé, il est stipendié par la famille Saoud pour faire ce travail-là. Lui et plusieurs autres de ses camarades qui étaient les élèves de Mohammed Abdou. Donc c'est à partir de ce moment-là que le réformisme maçonnique va se lier au wahhabisme. Et lorsque dans les années 30, Hassan al-Banna fait son pèlerinage à la Mecque, il rencontre le roi d'Arabie Saoudite, Abdelaziz ibn Saoud, et il dit à Abdelaziz ibn Saoud, il lui propose de créer une branche des frères musulmans en Arabie Saoudite, à quoi lui répond Abdelaziz ibn Saoud, mais toute l'Arabie Saoudite est une branche des frères musulmans. Bon, je ne vais pas retracer toute l'histoire, mais par la suite, à l'époque nassérienne, les Américains vont pousser les Saoudiens à accueillir chez eux un certain nombre de frères musulmans qui avaient été condamnés à de la prison en Égypte ou qui ont fui l'Égypte, et ils vont les recueillir en Arabie Saoudite. Donc ils vont les protéger, les soutenir jusqu'à la fin des années 70 à peu près. Et puis il va y avoir un divorce entre l'Arabie Saoudite et les frères musulmans, parce que les frères musulmans en Arabie Saoudite ont fait ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire de l'agitation et de la propagande dans les universités, dans les milieux politiques, etc. Donc les Saouds vont prendre peur
ils vont prendre peur face à ces gens qui sont très organisés, très sophistiqués, et ils vont s'en débarrasser, les chasser d'Arabie Saoudite. Et par la suite, c'est le Qatar qui va prendre le relais de l'Arabie Saoudite dans le soutien aux frères musulmans. Mais il y a une constante en fait dans l'histoire des frères musulmans à partir de 1942. Et à partir de 1942, parce que documenté. Hein, donc, je me base sur des documents du Foreign Office, des services secrets britanniques. À partir de 1942, les Britanniques soutiennent les frères musulmans pour un certain nombre de raisons, et plus encore à la période nassérienne, quand Nasser arrive au pouvoir, les Britanniques et les Américains vont soutenir ouvertement les frères musulmans. Donc ils vont devenir très rapidement, dès les années 40, un outil politique dans les mains des puissances anglo-américaines. D'accord. Alors aujourd'hui, quels sont les pays, dirions-nous, qui sont qui ont un gouvernement frères musulmans? Aujourd'hui, il n'y en a plus vraiment. Alors après le printemps arabe, il y a eu une parenthèse en Égypte avec Morsi. Hein, il y a eu une année à peu près de gouvernance frériste. Puis ils sont tombés, l'armée a repris la main. Et en Tunisie, il y a eu Ennahda qui est lié, c'est le frère musulman, Ennahda qui a été soutenu par l'ambassade américaine. Alors à ce jour, je ne sais pas exactement où ils en sont, parce qu'il y a eu pas mal de bouleversements politiques en Tunisie ces dernières années. Je ne sais plus tout à fait quelle est la place aujourd'hui de Nahda dans le gouvernement tunisien. Je n'ai pas suivi l'actualité tunisienne. Il n'y a pas vraiment de pays où les frères musulmans ont totalement le pouvoir. Il y a une émanation des frères musulmans au Maroc. Ils ont été au gouvernement pendant quelques années, mais au Maroc, c'est un système assez particulier où ils sont bien contrôlés et chapeautés par le palais. Donc, ils ont une marge de manœuvre assez mince. Mais cette propagation des frères musulmans dans des pays arabes, même qui ne voulaient pas, pays arabes, pays musulmans qui ne voulaient pas des frères musulmans, s'explique par l'influence américaine. C'est-à-dire les États-Unis vous disent, comme ils ont dit à l'Arabie Saoudite, ils ont dit à d'autres pays, vous allez recevoir les frères musulmans chez vous, vous allez les autoriser, etc. Donc le Maroc, confronté à cette situation-là, a, disons, domestiqué les frères musulmans au Maroc. Donc les frères musulmans, c'est une organisation internationale qui s'est aussi implantée en Europe et en France et qui est bien implantée d'ailleurs avec des organisations, des foires, etc. Quand je dis des foires, je pense à l'UOIF qui a organisé chaque année au Bourget une conférence, etc. Justement, quelles sont on va dire les factions, associations, les milieux associatifs aujourd'hui en France qui se réclament vraiment du wahhabisme et des frères musulmans? Est-ce que tu as quelques noms Alors, pour le wahhabisme, c'est assez compliqué qui sont tolérés volontairement ou pas par le... Oui, alors on sait que, par exemple, en France, il y a un certain nombre de mosquées qui sont financées par l'Arabie Saoudite avec des imams qui sont payés, qui reçoivent un salaire de l'Arabie Saoudite et qui sont formés en Arabie Saoudite. Et ça, c'est connu du ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur utilise ses services de renseignement qui sont présents dans les mosquées. Vous n'imaginez pas qu'il y a des mosquées où on prêche sans qu'il y ait un agent de service de renseignement ou des gens, des musulmans qui travaillent pour le ministère de l'Intérieur. Et ça, je veux dire, ce sont des mosquées, des imams qui ont pignon sur rue et qui sont tolérés par le ministère de l'Intérieur parce qu'il y a des liens anciens entre des hommes politiques et l'Arabie Saoudite qui font des affaires avec l'Arabie Saoudite, qui passent des contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite, sans parler des rétrocommissions. Pour ce qui est des frères musulmans, c'est quand même un peu plus net parce que
ontologiquement, les frères musulmans sont une organisation et dès qu'ils arrivent dans un pays, ils s'organisent. Donc, en France, on sait qu'il y a des centres culturels et des mosquées qui sont financés par le Qatar et qui sont tenus par les frères musulmans. Et vous avez, je l'ai dit, hein, l'UOIF qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant les musulmans de France, et qui sont directement liés aux frères musulmans. Et vous avez des têtes qui sont connues. Par exemple, je sais pas, je pense par exemple à Hassan Iqiyoussen, qui est ouvertement lié aux frères musulmans et qui suit l'agenda des frères musulmans à l'échelle internationale. C'est-à-dire que Tariq Oubrou, il a été un moment. Il a été frère musulman à un moment donné. Hassan Iqiyoussen, par exemple, c'est quelqu'un qui va soutenir Morsi à un moment donné, puis va soutenir Erdogan au moment où Erdogan va se rapprocher des frères musulmans. Il est dans leur mosquée, il a une mosquée, Hassan Iqiyoussen, puis il va se faire le porte-parole des frères musulmans à l'échelle française, et il va suivre comme ça l'agenda, et il va dire en gros à ses ouailles, voilà comment il faut penser, et voilà comment il faut analyser la situation géopolitique mondiale en fonction des intérêts des frères musulmans, donc des intérêts du Qatar, donc des intérêts des anglo-américains. Oui. Donc les frères musulmans se retrouvent être les porte-parole indirectement, parfois à leur insu, des anglo-américains et même d'Israël, puisque les intérêts sont liés. Mais, comme je l'ai dit, il y a des rivalités entre l'Arabie saoudite et le Qatar. C'est pour ça que vous allez, là encore, entendre des frères musulmans et même les guides des frères musulmans qui vont s'opposer violemment à l'Arabie saoudite, à partir du moment où l'Arabie saoudite va les lâcher. Youssef Qaradawi, par exemple. Youssef al-Qaradawi, qui est au Qatar, qui est un frère musulman égyptien et qui est réfugié au Qatar depuis plus de 40 ans, et qui a émis des fatwas pour tuer Kadhafi, tuer Bachar al-Assad, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il a émis des fatwas autorisant à tuer ceux qu'il considère comme des tyrans, des dictateurs, mais aussi les populations civiles, les ulémas, les policiers, etc., qui soutiennent ces régimes. C'est-à-dire tous les Syriens qui soutiennent Bachar al-Assad étaient visés par la fatwa de Youssouf al-Qaradawi, qui disait tranquillement qu'il fallait tous les tuer. Mais il ne disait pas autre chose que d'autres pseudo-savants saoudiens ou wahhabites qui vivaient en Arabie saoudite, qui appelaient à tuer les musulmans, qu'ils soient sunnites, chiites, tous les opposants, y compris les chrétiens, bien sûr, tout le monde. Donc, un appel à la grande boucherie au service des puissances occidentales, anglo-américaines et israéliennes. Ils étaient tous alliés sur le terrain. Et pour parler du terrorisme qui a suivi le printemps arabe, et les Saoudiens et les Qataris ont financé ces groupes terroristes, même s'ils étaient en rivalité. Alors justement, ils sont en rivalité, il y a des frictions entre eux. Est-ce que ce n'est pas on va dire, un reliquat de confrontation qu'il peut y avoir entre les Britanniques et les États-Unis aujourd'hui? On avait vu, par exemple, Trump qui avait lancé un ultimatum il y a quoi, à peu près 4 ou 5 ans, je crois. Enfin, moins, puisqu'il était au pouvoir, donc j'ai une bêtise, il y a 3 ou 4 ans, sur le Qatar. Quand il arrivait en 2017. Ça, voilà. Est-ce que c'est issu de ça? Est-ce qu'il y a une rivalité de deux empires, on va dire, enfin, un empire britannique qui essaye justement de retrouver du souffle, un appel d'air à travers cela, à travers à travers les frères musulmans dans les pays arabes. Est-ce qu'il y a vraiment une friction entre ces deux puissances? Je parlerai pas de friction entre les États-Unis et la Grande-Bretagne parce que sur l'agenda ils sont raccords. Ce qui s'est passé à la période de Trump, donc Trump arrive au pouvoir fin 2016, il est élu fin 2016 et il entre à la Maison Blanche en janvier 2017. Et ce qui s'est passé entre-temps, c'est que les organisations terroristes, y compris l'armée syrienne libre liée aux frères musulmans, étaient en train de perdre la guerre, puisque il y a les Iraniens et les Russes qui sont entrés
en scène d'abord les Iraniens, puis les Russes. Les Russes sont arrivés concrètement militairement en Syrie en octobre-novembre 2015, surtout pour combattre Daesh, mais les autres groupes terroristes comme Al-Nusra. Et à partir de cette période-là, l'agenda anglo-américain a été contré par l'intervention russe et iranienne. Donc Daesh a été détruit et les autres groupes progressivement affaiblis. Donc le Qatar s'est retrouvé par contre-coup affaibli lui-même politiquement puisqu'il n'a pas pu remplir sa mission. Sa mission était de détruire la Syrie comme ils ont détruit auparavant la Libye avec Sarkozy et les armées de l'OTAN. Donc, ils se sont retrouvés affaiblis et les républicains arrivent au pouvoir par Donald Trump. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ce sont surtout les démocrates, Hillary Clinton et Obama, qui ont soutenu les frères musulmans. Ils les ont soutenus partout, notamment en Égypte et en Tunisie. Les républicains sont, eux, plus proches, disons, de l'Arabie saoudite. Donc, Donald Trump, lui, arrive à ce moment-là, au moment où le Qatar subit un échec, parce que les frères musulmans sur le terrain ont été défaits. Et là, il y a eu à ce moment-là une remontée en puissance de l'Arabie saoudite avec un contrat d'armement signé avec Donald Trump et d'une certaine façon, un renouvellement du pacte de Quincy qui avait été conclu entre Roosevelt et Abdelaziz Ibn Saoud. Et donc là, les frères rivaux, l'Arabie saoudite et le Qatar, sont entrés en conflit direct. L'Arabie saoudite menaçait même d'envahir le Qatar. Donc il y a eu un embargo, etc. La Turquie s'en est mêlée, même la Russie d'ailleurs s'en est mêlée. Donc c'est ce qui explique cela. C'est ce qui explique aussi ce qu'a subi Tariq Ramadan, qui a subi les contre-coups. Il a subi les contre-coups. Voilà, Tariq Ramadan a soutenu les frères musulmans pendant le printemps arabe. Il a soutenu les groupes terroristes en Libye, en Syrie, qu'il appelait les Freedom Fighters, pour reprendre ces termes. Et donc, Tariq Ramadan était dans le monde francophone des porte-paroles, en gros, des frères musulmans et par suite des groupes terroristes agissant en Libye et en Syrie qui présentaient comme des combattants de la liberté. Donc là, c'est à ce moment-là, après cet échec en fait géopolitique, que Tariq Ramadan est tombé en disgrâce. Ceci explique en partie cela. Voilà. Donc voilà comment l'Empire vous remercie une fois que votre mission est terminée. Ouais. Très bien, Youssef. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le livre avant qu'on passe sur deux autres thématiques, parce qu'il y a deux autres thématiques. Je vais laisser les lecteurs lire le livre s'ils veulent en savoir plus et avoir des détails sur ce que j'avance. Donc, on peut le trouver dans les régions du Maghreb aussi, je crois. Tu m'avais parlé de la FNAC à Casablanca. Alors, c'est plus compliqué avec le confinement. En ce moment, c'est un peu difficile de trouver mes livres au Maroc, en Algérie, mais vous pouvez le trouver en Tunisie parce que l'éditeur est tunisien, même si il est aussi présent dans l'Hexagone et qu'il est assez bien distribué. Voilà, librairie Vincent, entre autres, et puis d'autres librairies, je crois, tu m'avais dit. Librairie Vincent, librairie Albourak, la librairie de Lorient à Paris, et sur le site lalibrairie.com, vous commandez sur lalibrairie.com et vous le recevez à votre librairie la plus proche, et aussi sur Amazon. Voilà. Très bien. On va voir deux choses. Alors, il y en a une qui est d'actualité, et l'autre, c'est une réponse qu'il y a eu de la part de Présent concernant le débat que tu avais fait sur la chaîne avec son directeur, Francis Bergeron. On va voir ça ensuite. Alors, depuis 2015, tu annonçais donc un soulèvement issu de tensions palpables qui serait un soulèvement du peuple français plutôt qu'une lutte interraciale que certains souhaiteraient d'ailleurs. Tu avais vu juste avec le mouvement des Gilets jaunes. Récemment, tu as réécrit un propos sur
des nouvelles tensions palpables, hein, on le voit bien. Donc, nous sommes à l'heure actuelle dans une situation qui est... Alors, pour être précis, le dernier article en date, c'est l'abolition de l'état de droit et la renaissance de la violence politique, publié sur strategica.fr. C'est ça. Et donc, on est dans une situation qui est encore plus préoccupante que celle d'avant Gilets jaunes. Et ce que je voulais te demander, d'après toi, vu qu'en général, tu arrives à faire des analyses assez clairvoyantes, d'après toi, à quel moment la digue va céder, hein. Quand est-ce que le peuple va de nouveau se réveiller et peut-être se soulever même d'une façon beaucoup plus violente et préoccupante, on va dire. Alors, il faut remonter quelques années en arrière, à l'époque où effectivement j'écrivais dans mes articles qui sont réunis dans un ouvrage qui s'appelle Du Brexit aux Gilets jaunes, publié aux éditions Sigest en 2019. Donc, tous ces articles-là de prospective sur la situation française, européenne, plus généralement occidentale, ont été réunis dans cet ouvrage pour ceux qui veulent les lire ou les relire. Donc, à partir de 2015, effectivement, j'anticipais une révolte populaire basée sur des analyses économiques, historiques, sociologiques, résultantes du système de libre-échange et de la destruction, dans un premier temps, des catégories qu'on appelle le prolétariat, les catégories les plus basses, et dans un deuxième temps, des classes moyennes. Mais je n'annonçais pas que cela. À l'époque, je disais que la République, le régime français, amorçait une transformation en un régime dictatorial et policier. Donc à l'époque, ça pouvait paraître surprenant quand je disais ça. À partir des Gilets jaunes, donc 3 ans plus tard, 3 ans après que je l'ai annoncé, là, c'est éclaté au grand jour. On a vu le rôle de la police dans l'écrasement des manifestants qui ont été éborgnés, blessés, mains arrachées, envoyés en prison. Et là, aujourd'hui, avec la dictature sanitaire, je veux dire, là, on est dans la dystopie carrément. Je veux dire, même moi, je n'avais pas anticipé une dictature aussi radicale. Donc je voyais cela à l'époque et parallèlement, toujours dans la même période, dans les mêmes articles, je disais que on va arriver dans une situation tellement violente, de révolte tellement violente, que l'armée pourrait être contrainte d'intervenir, notamment ce qui est prévu par la Constitution avec l'état de siège dans l'article 36 de la Constitution, que l'exécutif voulait modifier à l'époque. Et j'avais pointé cela du doigt. L'exécutif voulait modifier les 2 articles, l'article 16 et l'article 36 de la Constitution. Finalement, ça c'était en septembre, octobre, novembre, décembre, donc dernier trimestre 2015, et au premier trimestre 2016, autour de mars 2016, l'exécutif a reculé. Qu'est-ce qui s'est passé en coulisses, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu des tractations? Est-ce que l'armée s'y opposait? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'exécutif a reculé. Voilà. Donc, ce qui devait arriver arriva. Ce que j'avais anticipé est arrivé 3 ans plus tard, la crise des Gilets jaunes. Je disais, notamment en 2016, lors d'une conférence, quand on posait la question sur la guerre ethnique, je disais que c'était pas une spécialité française, qu'on allait plutôt vers une révolte massive, j'avais dit dans la rue, mais aussi virtuelle, ce qu'on a eu avec les Gilets jaunes, en fait, c'est une partie de la population de la France périphérique dans la rue et 80% des Français qui soutenaient. Voilà. Donc derrière cette révolte. Et je disais qu'on pourrait être confronté dans le cadre de cette révolte, donc je disais ça en 2016, dans le cadre de cette révolte, on pourrait être confronté à des provocations pour essayer de faire dévier cette révolte qui a une base sociale et économique vers une confrontation ethnique. Voilà. Donc on a eu les Gilets jaunes, on a eu maintenant la dictature sanitaire et durant les Gilets jaunes, j'ai eu l'occasion de donner des conférences devant plusieurs groupes de Gilets jaunes, donc des interviews avec des Gilets jaunes en région parisienne, conférences dans le sud devant des groupes de Gilets jaunes. Et je disais que ce n'est pas terminé, c'est-à-dire que la révolte des Gilets jaunes, ça comprend les catégories dont les revenus sont entre 1 000 et 1 500 euros.
Et je leur disais, dès le début des Gilets jaunes, je leur disais, nous ne sommes qu'au début d'un processus. C'est-à-dire que pour que la révolte se transforme véritablement en révolution, il faut que les catégories supérieures, c'est-à-dire les classes moyennes, c'est très large. Hein. Ça peut être les cadres supérieurs, ça peut être les petits PME, ce genre de choses. les PME, les artisans, etc., qui ont, dans les premières semaines du mouvement, rejoint le mouvement. Il y avait des petits patrons, commerçants, etc., et qui sont retournés travailler parce qu'ils sont leurs propres patrons. Et donc, je disais, il va falloir attendre que les catégories supérieures soient appauvries. C'est triste de le dire, mais c'est comme ça. Il va falloir qu'ils soient appauvris pour rejoindre le mouvement. Et il y a eu donc le confinement. Il y a eu le confinement qui a démarré et qui a été en fait un moyen d'achever le processus d'appauvrissement des classes moyennes, donc de détruire l'économie réelle par l'économie fictive, avec la fermeture d'un certain nombre d'entreprises, de commerces qui ont mis sur le carreau on a vu les retraites des restaurateurs, etc. Les retraites dans la même période. Donc, voilà, c'est ça que je dis. Je dis, on est dans un cycle, dans un processus de moyen terme, et il va falloir attendre que ce processus arrive à terme pour voir une véritable révolte unifiée des catégories inférieures et des catégories supérieures. Parce que le piège dans lequel sont tombés en fait les Gilets jaunes, c'est la récupération par les réseaux d'extrême gauche, avec des porte-paroles comme Juan Branco, très douteux, qui ont détourné cette colère vers une voie de garage. Et ce qui ne sera pas possible à partir du moment où les catégories supérieures vont s'en mêler. Parce que les catégories 1500 €, les prolétaires, catégories inférieures, elles ont pu être manipulées par les associations, les syndicats, les organisations, les syndicats, la CGT, etc. Ce qui sera très difficile à partir du moment où les catégories supérieures vont s'en mêler, où ils vont s'allier aux catégories inférieures et prendre en charge sur le plan même intellectuel et politique ce mouvement de révolte. Et là, on commence c'est ce que je disais au début des Gilets jaunes, et là, c'est ce qu'on commence à voir, en fait, avec le confinement et la dictature sanitaire. On commence à avoir des avocats qui s'en mêlent, des scientifiques qui s'en mêlent, vous voyez. Donc je pense au professeur Perron, à Maître Divizio et bien d'autres, il y a eu Raoult, etc. Et donc, le propos de mon dernier article, donc l'abolition de l'état de droit et le retour de la violence politique, c'est de dire que les Gilets jaunes ont été un premier avertissement envoyé par le peuple français en tant que corps politique aux dirigeants. Et là, il y a eu avec la dictature sanitaire, les couacs, les erreurs qui ont mis en danger, qui continuent de mettre en danger la santé des peuples occidentaux, mais en français en particulier, un certain nombre de dépôts de plaintes par des citoyens et des associations contre des membres de l'exécutif au tribunal de la République. J'ai oublié le nom, qui n'avait pas été actif pendant longtemps. Et pour moi, ça, c'est le deuxième avertissement. Pourquoi ? Parce que historiquement, les États modernes, occidentaux, sont très attachés à ce concept qu'est l'état de droit. Donc, le concept développé successivement par Thomas Hobbes, Montesquieu, et toute cette tradition juridique qui dit quoi ? C'est simple, c'est séparation des pouvoirs et avec la justice au-dessus de tous les citoyens et également au-dessus des dirigeants. Donc, tout citoyen, tout dirigeant peut être justifiable, donc doit rendre compte à la justice en cas de crime, en cas de manquement. Or, ce qu'on est en train de constater depuis un certain nombre d'années, et là, à l'occasion
de la dictature sanitaire, c'est que l'état de droit a été aboli. C'est-à-dire que les dirigeants échappent à la justice quasi systématiquement, quel que soit leur crime. Et dès lors que la population, le peuple en tant que corps politique va se rendre compte et donc va avoir la confirmation que, après avoir été matraqués, borgnis, envoyés en prison, les dirigeants, eux, qui détruisent l'économie et la santé du peuple français, échappent à la justice, là, on aura la confirmation que l'état de droit a disparu. Et à partir du moment où l'état de droit disparaît, on a le retour, la renaissance, ce que je disais, de la violence politique. La violence politique en tant qu'outil, donc la violence en tant qu'outil politique du peuple, du corps politique français, pour non pas propager le désordre et l'anarchie, mais plutôt pour restaurer l'état de droit. Donc se débarrasser concrètement d'une partie des élites politiques, plutôt renouveler les élites politiques et revenir à un état de droit. C'est en gros mon propos. Alors, dans ton article, à un moment, tu parles d'un achat de plusieurs millions d'euros, je crois, de munitions d'LBD-40 ou de nouveaux LBD-40, de balles, je crois, en caoutchouc. Qui tracent avec de la peinture, je ne sais plus. Oui, oui. Donc c'est un indice quand même. C'est récent, je crois, c'est fin 2020 qui a eu lieu. Oui, alors il y a eu plusieurs commandes hein, dans la même année en fait. Je crois qu'il y a eu 2 grosses commandes. Je crois qu'il y a eu une première commande mi-2020. Vous savez, pendant le premier confinement en fait, avril-mai. C'est-à-dire qu'au moment où l'État supprimait des lits d'hôpitaux, parce que vous savez je vais revenir là-dessus de façon plus profonde dans un prochain dossier sur la vaccination, la dictature sanitaire en Israël, en Occident, avec une approche religieuse et anthropologique. Le dossier sera publié dans les prochains jours sur strategica.fr. Donc, au moment où, en fait, le gouvernement supprime des lits d'hôpitaux, déjà, pour commencer, entre 2003 et 2017, il y a eu 69 000 lits d'hôpitaux supprimés. C'est énorme. Et depuis le début de la dictature sanitaire, en fait, depuis le début de la pandémie, le gouvernement a continué de supprimer des centaines de lits d'hôpitaux. Ça a continué en 2020 et ça continue encore en 2021. Donc, au moment où il supprime des lits d'hôpitaux, le ministère de l'Intérieur commande des centaines de milliers d'LBD, de balles en caoutchouc, etc., pour se préparer effectivement à des manifestations, voire une révolte qu'ils entendent bien réprimer. Donc on est dans ce contexte-là, on est dans un contexte où l'État est ouvertement en guerre contre la population, puisque en détruisant l'économie, il détruit la santé. Les effets sanitaires de la destruction économique vont être beaucoup, beaucoup plus graves que les effets de l'épidémie du coronavirus lui-même, dont le taux de létalité pour les gens malades est de 0,05% en moyenne selon les pays. Voilà. Donc on est dans cette situation-là de guerre ouverte. C'est pour ça que je dis que la violence politique risque de renaître, puisque c'est une violence qui vient du haut, qui vient de l'État et qui va avoir comme réponse une autre violence qui, elle, viendra du peuple, nécessairement, mécaniquement. Mais on ne sait pas. Aujourd'hui, je t'avais posé la question à l'époque, tu sais, tu avais écrit l'article, enfin, il y a quelques temps. Tu me disais, je te demandais justement quel était, à ton avis, le moment où ça va craquer. Comme tu me disais, il y a eu la hausse du prix de l'essence. On ne s'attendait pas à ça et ça a été le déclic, ça a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et là, ça peut être n'importe quoi en vérité. Oui, ça peut être n'importe quoi. Vous savez, comme tu l'as dit, la hausse du prix du carburant, c'est une goutte d'eau. C'est simplement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais ce qui a rempli le vase au préalable,
c'est plusieurs décennies de politique économique, libre-échangiste, financière, avec la crise financière, avec les banques qui ont été renflouées avec l'argent du contribuable. C'est véritablement la destruction de l'économie, la destruction donc par conséquent du prolétariat dans le monde occidental, puis des classes moyennes. Donc c'est véritablement une guerre ouverte, sans déclaration, mais une véritable guerre qui a été menée par les élites occidentales contre les peuples. Donc les Gilets jaunes, ça a été la réaction, tout comme l'élection de Trump a été la réaction de ces catégories sociales, et tout comme le Brexit a été la réaction de ces catégories, c'est-à-dire la France périphérique, l'Amérique périphérique, l'Angleterre périphérique, et aussi l'Italie périphérique, avec l'arrivée au pouvoir, même si ça a été momentané, de la coalition, la Liga et le mouvement 5 étoiles. Ce sont ce type de réactions. Aujourd'hui, on est dans une dictature sanitaire, une destruction économique accélérée et aggravée, qui va conduire nécessairement à une réaction populaire, massive, mais dire quelle sera la goutte d'eau, c'est pas possible. On peut pas dire. Est-ce que ça va être la vaccination obligatoire par le pass vaccinal obligatoire? Est-ce que ça va être des mesures contre les enfants dans les écoles? Est-ce que ça va être l'augmentation des suicides, le suicide de trop d'un enfant? C'est du jamais vu, on n'a jamais vu ça. Je ne sais pas, mais il y aura nécessairement un élément déclencheur, parce que là, le vase est complètement en train de déborder. Oui, il déborde complètement. Raoul te disait, de toute façon, le jour où vous obligerez la vaccination, ce sera une révolution en France. Donc, pour le moment, ils y vont à pas feutrer, mais ils y vont, et les gens, malgré tout, se vaccinent. Hein, bon, il y a aussi les effets de la vaccination. Ça va être aussi l'objet de mon prochain dossier. Les effets catastrophiques sur le plan sanitaire un peu tôt, de la vaccination. Bah, non, c'est pas trop tôt, parce que, en France, c'est trop tôt parce que la France a commencé à vacciner tard, mais on a déjà les chiffres des pays qui ont vacciné massivement, la Grande-Bretagne notamment et Israël. À partir du moment où ils ont commencé à vacciner massivement, en Grande-Bretagne et en Israël, il y a eu une explosion des contaminations. En Israël, 400% de contamination supplémentaire. En Grande-Bretagne, 300% en l'espace d'un mois et demi. Et avec un taux de mortalité qui a explosé également. Et c'est pour ça qu'on a parlé de variant anglais. C'est-à-dire que les pays qui ont vacciné massivement sont les pays où des variants ont émergé. On parle de variant britannique, mais quand est-ce qu'il est apparu, le variant britannique? Il a apparu à partir du moment où ils ont vacciné massivement. Et le problème, c'est que demain, on va nous dire qu'il va falloir vacciner tous les 6 mois, c'est déjà le cas en Israël, parce qu'il y a des variants, sans nous dire, mais là les chiffres sont en train de sortir, hein, c'est les chiffres de l'OMS que je vous donne. Hein. Je ne sors pas ça de mon chapeau, ça a été mis en forme par le professeur, par le docteur Delépine, que je publie dans mon prochain dossier, vous verrez. On va nous dire il y a des variants, donc il va falloir vacciner plus, sans nous dire que ce sont les vaccins qui développent les variants. Donc les variants vont continuer à exploser, et on va avoir des gens vaccinés qui sont plus contaminants que les autres. Et là, c'est une étude récente qui a été faite à l'IHU de Marseille, qui vient confirmer cela. Il y a eu sur 300 dépistés, disons, qui ont été vaccinés, 45 ont eu le coronavirus dans la semaine où ils ont été vaccinés. Dans la semaine, vous vous faites vacciner, dans la semaine, vous avez le coronavirus. Bon, on ne va pas s'éterniser sur ce sujet, mais ça peut être des phénomènes comme ceux-là qui peuvent faire déborder le vase. Comment ça va se passer exactement, je ne le sais pas. Moi, la prospective sur du moyen terme, pas sur du court terme, quoique parfois je le fais, mais c'est très difficile de dire sur du court terme. Voilà l'événement. Moi, je n'annonce pas toujours des événements, mais
je poursuis des courbes, en fait. Je repère les signaux faibles et à partir des signaux faibles, je trace des courbes et je prolonge les courbes et je dis voilà ce qui peut se passer à l'avenir. Très bien. Restons sur du court terme, puisqu'on va retourner sur le débat qu'il avait fait avec Francis Bergeron sur l'autre Zemmour. Donc, il y avait une opposition entre vous deux. Alors, avant de passer Oui, à ce sujet, j'aimerais dire que tout ce que je viens de dire oui. est aussi un message envoyé aux militaires qui ont publié un appel Mhm, qui a été relayé, qu'on a d'ailleurs relayé sur Stratégica, mhm. et aussi une réponse à cet appel d'autres hauts gradés de l'armée pour leur dire que moi j'ai parlé de ces problèmes-là Alors, de valeur en banlieue, actuelle, etc. hein, la tribune. Oui, mais ça a été relayé par Valeurs Actuelles, mais en D'accord, fait, ça a été d'abord publié, je crois, sur un site qui s'appelle Place d'Armes. Et ensuite, ça d'accord. a été relayé par Valeurs Actuelles, simplement pour leur dire que parler des tensions ethniques, des banlieues, etc., c'est une chose, mais il faut remonter aux causes et aussi essayer de prendre du recul et de voir le problème général. C'est-à-dire qu'on est entré dans une dictature sanitaire grave, on est en train de détruire l'emploi. Bon, là, les militaires, j'en connais, c'est pas un secret, j'en connais certains parce qu'on en relaye certains sur Stratégica. J'ai des correspondances avec certains d'entre eux, les signataires du premier appel, les signataires du second appel. Donc c'est pas un secret. Mais je leur ai dit, et je le redis là, ces problèmes en banlieue, je les ai mentionnés d'ailleurs dès 2016, hein, dans la conférence dans laquelle j'annonçais les gilets jaunes, etc. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut voir tous les problèmes les plus importants, et aussi remonter aux causes. Et ce qui manquait dans le texte qu'ils ont publié, c'était la désignation des responsables premiers. Euh, Parler des hordes de banlieue, c'est une chose, mais ça peut se régler politiquement par la police. Encore faut-il que les dirigeants veuillent régler ces problèmes. Moi, ce que je dis, c'est que ces délinquants font partie de l'armée de réserve de l'oligarchie et que cette délinquance, on la laisse se proliférer, même on l'entretient, les Mhm. politiques l'entretiennent parce que c'est une façon de se protéger eux. Quand vous êtes en difficulté, comme durant les Gilets jaunes, et que vous sentez une partie de la population qui se révolte à raison, qui vous désigne comme ennemi, pour reprendre les termes de Carl Schmitt, eh bien, les délinquants constituent un outil très utile, et on les a vus durant les Bien Gilets vu avec jaunes les avec les Black cases. Blocs. C'est-à-dire que les Black Blocs, les éléments d'extrême gauche, les organisations d'extrême gauche, on peut dire des milices d'extrême gauche, enfin, bref, voilà, et les délinquants de banlieue sont des outils qu'utilise le pouvoir pour se prémunir. Et c'est ce type d'analyse qui manquait dans cet appel. Et moi, je leur fais simplement remarquer qu'il faut remonter aux causes et ne pas faire simplement du sous Le Pen 40 ans après. Ouais. Et puis surtout, aujourd'hui, on est entré dans une dictature sanitaire extrêmement dure, où, comme je l'ai dit, des enfants se suicident, on est en train de détruire la santé des populations. Est-ce que c'est le moment de nous parler simplement, exclusivement des délinquants de banlieue? Il fallait en parler, il fallait sonner, tirer l'alarme. Déjà, il y a plusieurs décennies, donc il ne faut pas avoir 10 trains de retard et 10 analyses de retard. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais dire. Et Important. certains d'entre eux savent ce que j'en pense, et je leur dis de façon amicale, parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui pensent très bien et qui sont de bonne volonté. C'est important Voilà. de revenir Et là-dessus. nous relayons sur Stratégica leurs textes sans aucun problème, mais il faut qu'il y ait un débat, qu'on alimente la réflexion entre ces milieux-là militaires qui sont pas forcément versés dans l'économie, pas versés dans la sociologie, pas versés dans la politologie, et qui et dont certains et dont la réflexion comment dire élude en fait certains problèmes et phénomènes fondamentaux. Et nous, notre travail, je suis pas le seul à faire ce travail-là,
sommes nombreux à analyser ce type de phénomène de fond, et il serait utile que ces militaires s'en emparent pour avoir une vision plus globale, parce qu'il n'y a pas que les situations d'insécurité qui minent le pays. Voilà. Très bien, je te remercie pour cette aparté qui est très importante. Donc, revenons-en au débat qui avait opposé toi et Francis Bergeron, directeur de Présent, sur la chaîne, qui a presque 70 000 vues, donc c'est quand même assez important. Francis Bergeron, directeur de Présent, avait donc attaqué ton livre dans un premier temps. Alors, mon livre, L'autre Zemmour, parce que L'autre total, Zemmour, il y en a 8 maintenant. Voilà, L'autre Zemmour, précisons-le. Et tu avais répondu donc à l'invitation au débat que j'avais voulu organiser entre vous deux. Présent récidive par le biais d'une de ces journalistes, dont je ne citerai pas le nom. Et cet article se veut, je trouve, assez méprisant et n'attaque que sur des questions posées lors du débat, sans aborder réellement donc ton ouvrage. On est encore sur des propos assez géopolitiques, vu qu'on n'avait pas pu aborder toutes les questions du livre durant le débat. On était resté assez sur la partie géopolitique de Zemmour. Enfin, sur cette question-là, on va dire. Ouais. Je ne sais pas si tu as dû lire cet article. Oui, je l'ai lu. Voilà, je vais te demander, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment pourrais-tu répondre à cela, si tu veux répondre, bien entendu? Alors, il y en a eu d'autres, des articles, enfin non, un autre, je crois, article du même tonneau. Ce que je reproche à ces articles-là, les gens qui attaquent mon livre, c'est, pour la plupart d'entre eux, ils ne l'ont pas lu. Je ne sais pas si elle l'a lu. Et d'autre part, ils prennent une partie de mes propos, de façon avec beaucoup de mauvaise foi, sans voir la globalité et sans revenir aux sources que j'utilise. C'est-à-dire que dans mon ouvrage, je ne fais que citer Éric Zemmour et d'autres, ses comparses, j'apporte des preuves, des éléments. Et ce que je remarque, c'est que la plupart des gens qui attaquent ce livre-là, comme les autres livres, sont des gens qui ne les ont pas lus, ou alors qui ont lu le début et la fin, ou alors qui ont lu simplement la préface. Parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse. Le sommaire et encore. Moi, ce que je dis, c'est qu'à ce jour, je n'ai toujours pas d'argument, de contre-argument de fond qui vient défaire la thèse de ce livre. C'est simplement des procès d'intention. Voilà, on me fait des procès d'intention et on va isoler une phrase extraite tirée du livre sans voir le reste. Donc, non, je persiste et signe. À ce jour, mon livre n'a pas été, la thèse n'a pas été démontée. Et d'ailleurs, si mon livre était truffé d'erreurs, si la thèse générale, principale thèse, était infondée, le premier intéressé, Éric Zemmour, serait fait un plaisir de me répondre. Oui. Et de démonter le livre en question. D'autant plus que j'échange avec lui, je débat avec lui par mail. Je veux dire, a-t-il besoin, enfin, on nous le présente comme un excellent débatteur, extrêmement cultivé, etc. Et là, tout d'un coup, il a besoin de 3e, 4e, 5e, 10e couteau pour venir le défendre. C'est quand même curieux. Je veux dire, Éric Zemmour peut débattre avec des Guignols, des humoristes comme Yassine Bellatar ou des Larbins de la LICRA comme Mohamed Sifawi qui l'attaquent, d'accord, avec des arguments de gauche, mais bizarrement, je ne serais pas légitime, moi, pour être un adversaire. Je le dis, je le répète, j'ai publié maintenant 8 ouvrages édités par 4 éditeurs différents sur 2 continents. Mes articles sont traduits et publiés dans des revues dans une demi-douzaine de pays. Donc, je veux dire, mon travail est sérieux et il est reconnu en tant que travail sérieux. Sinon, je n'aurais pas autant d'éditeurs, autant de revues géopolitiques et autres
qui me publierait. Donc, la réponse, elle est simple. Éric Zemmour évite tout débat avec moi, tout simplement parce qu'il n'a rien à répondre au contenu de ce livre. Et il me paraît quand même très étrange que des gens, comment dire, de façon implicite, prétendent pouvoir défendre Zemmour mieux que Zemmour lui-même. C'est quand même très étrange. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi ne le sollicite-t-il pas. Ils n'ont qu'à le solliciter, dire, au lieu de nous fatiguer, nous, à vous défendre, est-ce que vous ne voudriez pas vous défendre vous-même chez Zemmour? Donc, tout ça, sont peut-être contents d'entendre dire ce qu'eux ne peuvent pas dire, comme ils disent. oui, mais pour eux, dans ce cas-là, il faut qu'ils fassent une thérapie. Je veux dire, si Éric Zemmour est un thérapeute pour eux, c'est qu'il y a un problème. Parce que fondamentalement, c'est pas ça son rôle. Mais je peux comprendre que des gens soient frustrés de ne pas avoir leur opinion à la télévision et que Éric Zemmour leur fasse du bien parce que il est autorisé, lui, à dire ce que eux ne peuvent pas dire à la télévision, ce qui est quand même... mais je remarque que, en tout cas, mes analyses se diffusent. D'ailleurs, j'ai écouté récemment Patrick Buisson, d'ailleurs, que j'avais mis en cause il y a quelques temps. J'avais pointé du doigt en disant qu'il appartenait à toute cette mouvance droite hors les murs sarkozyste. Mais très récemment, il a pris ses distances avec Éric Zemmour en disant qu'il ne partageait pas ses analyses. Et je remarque qu'effectivement, il a repris des arguments développés d'un côté par Alain Soral et de l'autre développés par moi-même, notamment dans mon livre L'autre Zemmour. Quelqu'un d'autre de très sérieux dans ces milieux-là, qui est Xavier Moreau, a récemment fait une recension de mon ouvrage. Alors lui, clairement, il a lu le livre du début à la fin. Il fait une recension très, très précise avec des notes. On voit qu'il a lu le livre, contrairement, je le regrette, à Francis Bergeron, qui semble ne pas en avoir lu. Peut-être qu'il a lu le préambule, mais il n'en connaît pas la substance. Donc, et récemment, sur Eurosynergie, donc je m'excuse pour l'auteur, j'ai oublié le nom de l'auteur, sur Eurosynergie, il y a eu aussi une critique de mon ouvrage par un érudit qui, lui, a véritablement lu le livre. Alors, il en fait une recension et une critique très précise. Donc, on voit très bien la différence entre des gens sérieux qui lisent les livres et qui en font une critique précise et les gens qui n'ont pas lu le livre et qui simplement me reprochent mes origines, etc. Sans Oui, parce que ça démarre comme ça. Aller en gros, dans le fond des choses. En gros, t'es un jeune paltoquet, t'es marocain, t'es inconnu. Voilà, c'était les trois arguments du départ. J'ai trouvé ça assez pathétique. Et puis après, on essayait de gratter sur des questions qui étaient que liées sur le débat, sans avoir dit qu'il y avait eu débat. On précise bien, l'article ne dit pas qu'il y avait eu un débat et que non. Et on voit bien que ce n'était pas sur le livre et la teneur du livre. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'on discute sur le fond, qu'on discute du fond. Moi, quand je vais par exemple critiquer les positions de Tariq Ramadan il y a quelques années ou d'Éric Zemmour, je critique le fond de leurs propos et leur prise de position. Je ne vise pas leur origine ou je ne sais quoi, à moins que leur origine explique un certain comportement. Si on peut prouver, par exemple, que mes écrits sont biaisés, qu'on le fasse. Et puis, si on peut prouver que mes origines me pousseraient à raconter n'importe quoi ou à mentir, qu'on le prouve. Or, à ce jour, j'ai publié 8 livres et je n'ai jamais été attaqué sérieusement sur le fond et je n'ai jamais eu de procès pour diffamation ou autre. Le livre sur Éric Zemmour fait environ 240 pages, je crois, près de 400 notes de bas de page. Bon, si je l'avais diffamé,
s'imaginez bien qu'il m'aurait attaqué en justice, comme il a déjà attaqué en justice un rappeur qu'il avait menacé dans une chanson, je ne sais quoi. Voilà, donc j'attends des arguments de fond et venant de gens sérieux, parce que je vois aussi des gens qui sont pas sérieux, qui sont des youtubeurs qui veulent faire du buzz et qui me proposent des débats. Il faut être un petit peu sérieux. J'ai produit des ouvrages avec des thèses sérieuses de recherche historique, des analyses de géopolitique. J'ai pas fait tout ça pour faire le guignol sur YouTube avec des guignols. Donc voilà, restons sérieux. Je suis en contact avec des gens sérieux, des gens sérieux travaillent, écrivent sur mes travaux, donnent leur avis, qu'ils soient d'accord ou pas avec tout ce que je dis. Mais restons entre gens sérieux et travailleurs. Voilà, sans mépris aucun, mais Non, si non, des gens veulent faire de l'humour, qu'ils préciser. fassent de l'humour, mais qu'ils ne demandent pas à un historien, un géopolitologue, un prospectiviste de venir Tout à fait s'amuser d'accord. avec eux. Voilà. Tout à fait d'accord avec toi. Tu as, tu as raison de le préciser. Donc, je rappelle, c'est cet ouvrage, L'autre Zemmour. N'hésitez pas à vous le Et, procurer. Il est et sur, aussi cet ouvrage. voilà, qui est aux Voilà. éditions Et d'autres ouvrages aux éditions Culture. Sigest. Oui, toujours. Et tu avais, on va en profiter, tu avais, je crois, une ressortie, c'est chez Sigest en Oui, poche. oui, le C'est format poche de. Alors, je ne sais pas si je l'ai là sous la main. Excusez-moi de me retourner. pas de Non, souci. je ne l'ai pas là sous la main. C'est la version en poche de mon premier ouvrage qui s'appelle Occident Islam, tome 1, Sources et genèse messianique du sionisme, qui a vraiment connu un succès, qui a été édité donc par Sigest en 2015, puis édité pour le Maghreb par KA Édition, justement, parce que D'accord. KA Édition a édité deux de mes ouvrages Mhm. avant celui-là, Occident Islam tome 1 et tome 2. Alors, dans cet ouvrage Occident Islam tome 1 qui m'a fait connaître en 2015, c'était un travail de recherche historique inédit sur les origines messianiques du sionisme, sachant qu'avant cet ouvrage-là, les historiens s'étaient arrêtés à une origine protestante, millénariste du XVIIe siècle en Angleterre. Mon ouvrage démontre que le projet sioniste est né bien avant, au XIIIe siècle, dans un milieu messianique, kabbaliste, rabbinique, et pas seulement parce que dans cet ouvrage, je dévoile aussi les origines messianiques de la stratégie du choc des civilisations, qui est d'essence religieuse. Voilà, donc cet ouvrage vient de paraître il y a quelques mois, en version poche, et toujours aux éditions Sigest, bien sûr. Voilà. Je mettrai les liens pour vous le procurer. Je te lâche après. Une dernière petite question. D'après toi, je ne vais pas parler en termes de succès de vente non plus, mais le livre qui, on va dire, t'a donné le plus de reconnaissance, est-ce que ça serait pas la mystique de la laïcité? Parce que beaucoup de gens en parlent vraiment, même dans différents milieux. Hein. D'après toi. Euh, non, c'est mon premier ouvrage qui véritablement Oui. m'a fait connaître sur les origines messianiques du sionisme. Mhm. C'est mon ouvrage qui s'est à ce jour le mieux vendu, mais D'accord. l'autre Zemmour va le rattraper, Très à bien. mon avis, très vite. Et La mystique de la laïcité aussi, c'est un livre qui s'est très bien vendu, qui a attiré en fait certainement un nouveau public, un public qui est critique vis-à-vis de la République, de l'histoire de la République, effectivement, mais beaucoup de gens qui sont curieux intellectuellement, puisque effectivement ce livre, La mystique de la laïcité, généalogie de la religion républicaine, est le premier ouvrage qui retrace les origines de la religion républicaine. Il y a eu d'autres ouvrages, comme par exemple un ouvrage de Vincent Payon qui parle d'une religion pour la République, mais il se garde bien dans son ouvrage de retracer toute cette généalogie que moi je retrace dans La mystique de la laïcité et qui dévoile l'essence de cette religion de la République française. Et effectivement, c'est un travail de recherche et c'est le premier livre retraçant la religion de la République française. Voilà. Donc, certains reprennent parfois mes travaux, que ce soit sur les origines messianiques du sionisme ou de la religion de la République sans toujours me citer. Malheureusement, d'autres ne veulent pas me citer
parce que ce sont des gens qui sont fermés d'esprit et qui n'arrivent pas à comprendre comment quelqu'un qui est des origines étrangères et musulman peut dévoiler les origines, la généalogie de la région, de la République, sans que ce soit mon histoire, sans que ma famille et mes origines aient un lien avec cette histoire. Mais ça s'appelle de la recherche historique. Hein. Quand des historiens américains travaillent sur la Révolution française, on ne leur reproche pas d'être d'origine américaine. Donc là, on parle de gens vraiment obtus et bas de plafond. Mais effectivement, la mystique de la laïcité, je me passerai d'eux, mes travaux se passeront d'eux, mes livres aussi. Et effectivement, c'est un livre qui s'est très bien diffusé, et qui malgré le boycott, bien sûr. Parce que, d'ailleurs, je tiens à préciser que ce livre-là, La mystique de la laïcité, et mon ouvrage du Brexit aux Gilets jaunes, devait faire l'objet d'une publicité dans Marianne. Mon éditeur avait acheté un encart que dans Marianne, il y ait cette publicité. Et Marianne donc, a refusé ces deux publicités-là, alors que mon éditeur avait payé au préalable une société. Donc ils ont dû le rembourser. Et ils ont purement et simplement refusé de publier cette publicité pour la mystique de la laïcité, mon autre ouvrage, du Brexit aux Gilets jaunes, aux éditions Sigès. Donc je l'ai déjà dit à l'époque. D'ailleurs, c'était au moment où Natacha Polony a pris la direction. Hein, Natacha Polony qui se présente comme faisant partie des défenseurs de la liberté d'expression, etc. Ces gens-là ne manquent jamais de censurer les travaux qui sont iconoclastes et qui n'entrent pas tout à fait dans le cadre. Donc, je tiens aussi à le préciser. Donc, le boycott et la censure est à tous les niveaux, hein, et même chez ceux qui prétendent défendre la liberté d'expression. Donc, voilà. Youssef, sur ce, je te remercie infiniment d'être passé encore sur la chaîne. Merci pour ton invitation. On aura l'occasion de pouvoir faire d'autres choses, on le sait. Eh bien, si s'achève notre émission, vous retrouverez tous les liens nécessaires pour vous procurer les livres, le site de Stratégica, où vous retrouverez donc les articles dont nous avons parlé, nous avons évoqué, dans la description, sous la vidéo. Soyez curieux, allez-y, puis restez toujours bienveillants et pas salaces dans vos commentaires. Voilà, Youssef, je te dis à très bientôt et porte-toi bien. À très bientôt à toi et merci encore. Allez, au revoir.